Donc les nouveaux visages de l'impérialisme. Alors, on va peut-être commencer par un léger effort de définition, si ça vous dérange pas. Porte facilement ouverte, l'impérialisme vient de la notion d'empire. Mais la notion d'empire, c'est quoi? Tout de suite, c'est quelque chose qui nous échappe. Vous avez tous des images dans la tête, qui généralement d'ailleurs viennent de Péplum. Oui, non? Gladiator, Ridley Scott, ça parle à tout le monde? D'accord. Voilà, le 300, ça parle à tout le monde? Bien. Et fondamentalement, c'est les images de l'Empire que nous avons. Et dès qu'on essaye de le définir, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué à définir, un peu comme l'État. Si on prend un exemple, la définition la plus connue, c'est un centre qui domine une périphérie par la conquête militaire. Ça a été rethéorisé dans les années 70 par Samir Amin. Peut-être un nom qui dit quelque chose à quelques-uns d'entre vous. Samir Amin, qui était un des théoriciens de ce qu'on appelle l'école de la dépendance. C'est-à-dire les anciens tiers-mondistes, comment les métropoles pillent les périphéries à distance, pillent les anciennes colonies à distance. C'est une définition qui a l'avantage d'être simple, mais historiquement elle pose problème. Je vais vous donner deux exemples d'empires qui ne viennent pas, qui n'y correspondent pas. Premièrement, l'Empire russe. L'Empire russe au Moyen-Âge, c'est Kiev. Ce qui peut expliquer à certains d'entre vous pourquoi le président Poutine n'a pas tellement la volonté de laisser l'Ukraine à l'Union européenne. Il a des prétentions culturelles à faire valoir. Le centre de l'Empire russe devient Moscou au XVIe siècle uniquement. Autre chose, vous connaissez tous l'Empire d'Alexandre le Grand. L'Empire d'Alexandre le Grand s'est effondré assez vite. Mais une de ces colonies a maintenu l'Empire pendant plusieurs siècles, c'est l'Égypte des Ptolémées. Inversion typique du rapport centre-périphérie. Ensuite, on vous dira, l'Empire, c'est une mosaïque de peuples sous une unité politique unique. Comme la Suisse, donc. Comme le Brésil, qui s'est dénommé Empire du Brésil pendant plusieurs années au XIXe siècle, après son indépendance. Toujours pas, hein. Ça marche toujours pas. On vous dira que c'est un modèle prosélyte de société où des dominants amènent à eux des dominés. C'est faux. L'Empire allemand était ethnocentrique. L'Empire colonial est prosélyte. L'Empire soviétique était prosélyte. L'Empire des Habsbourg était prosélyte. Mais tous ne le sont pas. Or, ce qui fait l'Empire, c'est deux choses. Premièrement, son rapport à l'universel. C'est le type politique qui a vocation in fine à l'universalité. Les empires, c'est une chose, mais à la fin des fins, le projet, c'est l'empire avec un grand E, ce que les latins appelaient l'imperium mundi. Tant qu'il y a plusieurs empires, c'est que le projet impérial n'est pas allé jusqu'au bout. Ce rapport à l'universalité, il a un corollaire, c'est que dès que l'empire faiblit, il peut se disloquer. Le premier à l'avoir soulevé, c'est Thucydide, dans son histoire des guerres du Péloponnèse. Dès que l'empire stabilise le limès qui n'est pas une frontière, un État ça a des frontières, un empire ça a un limès. Un limès c'est une ligne de front temporaire, c'est une ligne d'arrêt des combats, en attendant de les reprendre. C'est d'ailleurs l'une des grandes faiblesses de l'empire, c'est comme notion, c'est que cet étirement vers l'universel pose de lourds problèmes de logistique militaire. Exemple type, vous connaissez tous la frontière nord de l'Empire romain, le mur d'Adrien. Pourquoi ils ont édifié le mur d'Adrien? Parce que les embuscades des Pictes étaient tellement cruelles pour les légions romaines qu'à un moment ils se sont dit, ils valent même pas la peine qu'on les civilise. On bloque. C'est l'un des premiers actes de la décadence de Rome. Parce que
quand l'Empire est défié et quand il est battu, il réveille en son sein des forces de rébellion et des forces de division. En effet, le projet impérial attire par la gloire de ses armes. C'est quand la gloire faiblit que les vassaux commencent à se poser des questions. Regardez l'Empire américain entre 1990 et 2000, indiscuté. Aujourd'hui, certains de ses alliés les plus proches, je pense particulièrement au Japon ou à la Corée, se posent énormément de questions. Or, fondamentalement, pourquoi se poser la question de l'empire et de l'impérialisme aujourd'hui? Tout simplement, là, je vous la fais courte, parce que, ça je vais peut-être en choquer quelques-uns, vous en vivez un sans le savoir. Vous en vivez un qui a différents étages, qui a différents visages. L'Union européenne, le premier empire non impérial, disait monsieur Manuel Barroso, qui d'ailleurs va bientôt quitter son poste pour prendre la place de Rasmussen à l'OTAN. Étonnant hein, pour l'ancien chef des étudiants maoïstes portugais. Comme quoi le maoïsme mène à tout. Pour faire une autre définition simple, l'impérialisme, c'est les rapports de domination de l'Empire quand ils sont maintenus une fois que la structure impériale a disparu. Et fondamentalement, c'est des choses beaucoup plus rentables. Si on prend l'exemple des empires coloniaux, l'État français, et ça les recherches de Jacques Marseille l'ont prouvé, l'État français s'est ruiné dans l'aventure coloniale. C'est toute la banqueroute financière de la 4e République. Je ne dis pas, attention, je ne veux pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des gens qui ont vécu des colonies. Mais ce n'est pas l'État. Ce sont des aventuriers, ce sont des aventuriers au sens grégaire du terme, pas des aventuriers au sens romanesque, mais ce sont des affairistes, fameux affairistes coloniaux, qui avaient d'ailleurs très mauvaise réputation dans la presse de caricature de la 3e et 4e République. Ces gens-là existent et ont existé, et d'ailleurs ils existent encore. On les appelle aussi profiteurs de guerre dans certains cas. Mais les États, généralement, s'y ruinent. La France s'y est ruinée, l'Angleterre moins, mais parce qu'elle a eu un mode de gestion des colonies non direct. En Inde, elle a maintenu le règne en grande partie des Maharajas, et s'est fait payer le tribut colonial. Néanmoins, même d'un point de vue strictement économique, la Grande-Bretagne a perdu au maintien de ses structures. Pour preuve, le décollage économique de la France des 30 Glorieuses, c'est une fois que la question algérienne est réglée. C'est là où nous atteignons les 7% de croissance par an, parce que nous n'avons plus le fardeau de l'Algérie, ni le fardeau militaire, ni le fardeau civil. Or, aujourd'hui, l'impérialisme, qui est un fait extraordinairement vieux de notre histoire, prend des formes nouvelles par de nouvelles méthodes logistiques et par de nouveaux phénomènes qu'il convient d'étudier. Juste avant d'en arriver à cette étude, 2 derniers points sur les notions. Premièrement, Empire et Histoire de France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça fait tiquer. Et ça, c'est une controverse qui a eu lieu particulièrement après l'ouvrage d'Éric Zemmour sur son Histoire de France, Mélancolie française. Ça lui avait été beaucoup reproché. Ce qu'on a dit, la France est contre les empires, ce qui est vrai. Le problème, c'est qu'on ne parle pas du même laps de temps. La France contre les empires, c'est une relecture bainvillienne de l'histoire géopolitique qui a lieu à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et qui porte sur l'époque moderne. Là où la France dispute la notion d'empire, c'est au Moyen-Âge. Pourquoi? 476, chute de l'Empire romain, et vous allez avoir tout au long du Moyen-Âge et début de la Renaissance, 2 grandes puissances qui veulent relever la couronne de l'Empire romain d'Occident. La papauté, à partir du pape Gélas, et le Saint-Empire romain germanique. Or, du duel des deux, qui sortira vainqueur? Le roi de France. Le petit coq gaulois qui est resté très loin de l'affrontement des géants et qui s'est structuré.
et qui s'est structuré comment? En évitant la tutelle de la dignité impériale. C'est pour ça que les légistes royaux, la France est œuvre de soldats et de légistes. Ne confondez pas les légistes et les juristes, s'il vous plaît. Si vous voulez, on ne peut pas mettre Jean Foyer et Jean-Louis Borloo dans le même sac. Fondamentalement, les légistes royaux ont dégagé la doctrine de la souveraineté. Le roi de France est empereur en son royaume. Ce qui veut dire qu'au temporel, je dis bien au temporel, nul ne lui est supérieur. Il peut casser la loi quand il le veut. Ce qui, au passage, permet à la France de se sortir, entre autres, des guerres de religion. Affirmer la pleine puissance de l'État. Ça, c'est le logiciel français. Mais il s'est fait à partir des notions de droit romain et, entre autres, de la dignité impériale. Je pense que le gros problème qui a été beaucoup reproché à Éric Zemmour, parce qu'il file la métaphore jusqu'à l'Empire napoléonien, et ça pose problème. Parce que l'Empire napoléonien est si vous voulez, est une phase dans notre histoire qu'on peut diviser en deux, une œuvre de législateur et d'administrateur, Napoléon Ier consul, et une œuvre impériale qui nous a coûté beaucoup plus cher qu'elle nous a rapporté. Alors évidemment, on aime tous Napoléon, on aime tous le romantisme napoléonien. Mais, je vous citerai Jacques Bainville encore une fois, sauf pour la gloire, sauf pour l'art, mieux aurait valu qu'il n'eût pas existé. Jacques Bainville, chef de l'école géopolitique française, un des chefs de file de l'Action française. Or, ça c'est pour voir la vision que nous, en tant que Français, nous avons de cette notion-là. Pour ceux qui auront le numéro entre les mains, vous allez avoir une vision totalement inverse, qui est celle de Smolin, intellectuel russe, qui vous fait une apologie de l'Empire. Mais c'est normal, la Russie se pense comme un empire. Il ne va pas se déjuger. Parce que la Russie, avec la notion impériale, la Russie est troisième Rome. N'oubliez pas ça. Rome, Constantinople, Moscou. La notion d'empire pour les Russes, ça se voit dans l'œuvre de Douguine, est totalement différente de la nôtre. Dernier point sur la notion, c'est quoi un après-empire? L'empire disparaît de 5 façons. Soit il éclate, exemple type l'Autriche d'Habsbourg, soit il est absorbé par une autre structure impériale, soit il survit idéologiquement, ce qui est le cas de la notion d'empire en Occident. Après Rome, l'empire change de définition au moins 6 ou 7 fois au cours du seul Moyen-Âge, alors qu'il n'est pas là. Il devient une obsession théorique. Sur les terres romanisées de l'Empire romain d'Occident, on est bien d'accord. Pas à Byzance. À Byzance, la couronne impériale existe encore. Donc l'éclatement, l'amalgame, le renouveau, l'empire tsariste a été affaibli par la Première Guerre mondiale, les premiers plans quinquennaux des bolcheviks vont le requinquer. Ça commence dans les années 20. Et la pure et simple dissolution, le cas typique, l'ex-URSS, c'est-à-dire où là l'empire est absorbé et dissout, ce qui est pour les Russes toujours un traumatisme, ce qui vous expliquera aussi l'article de Smolin. Parce que pour un Russe, de devoir demander un passeport pour aller à Kiev, c'est un crève-cœur. De devoir demander un passeport pour aller en Estonie, c'est un crève-cœur. De devoir voir que l'Union européenne a payé des monuments à la gloire de la Waffen-SS en Estonie et en Lituanie, c'est un affront. Et souriez, c'est vous qui les avez payés. Hein. Qui ont été inaugurés par M. Solana, l'homme qui a le sang des Balkans sur les mains, ancien secrétaire général de l'OTAN, et qui aujourd'hui, je crois, vit une retraite paisible, même s'il s'est un petit peu opposé au traité transatlantique, parce qu'il dit quand les Américains n'auront plus besoin de nous, ils vont nous virer, or la gamelle est bonne, c'est bien vu, mais c'est trop tard. Maintenant qu'on a fait cet effort hors de définition, on va en venir à deux choses. Premièrement, l'impérialisme qui nous intéresse tant, c'est-à-dire l'état de l'impérialisme américain.
Et ensuite, des modèles que je vais illustrer par certaines modalités logistiques. Je vais vous citer 4 noms et vous allez me dire s'il y en a un qui ne vous dit rien. Henry Kissinger, ça dit quelque chose à tout le monde. Zbigniew Brzezinski, ça se dit Zbigniew. Le membre de mon équipe qui parle le polonais m'a dit ça se dit Zbigniew. Ah bon. En tout cas au Scrabble c'est imbattable, si vous connaissez l'orthographe. Le Samuel Huntington, Robert Strauss-Huppé. Ouais, là c'est... Or, Strauss-Huppé, c'est celui qui a influencé tous les autres. Or, pourquoi? Parce que l'œuvre, ce qu'on appelle l'impérialisme américain, est d'abord une réalité de fait. Dans les années 1900, les États-Unis vivent sur le capital de l'Europe, encore. Le capital britannique, majoritairement. Mais ils ont déjà l'industrie. La doctrine Monroe est déjà effective, donc en Amérique latine, ils sont déjà un impérialisme de fait. Et généralement, c'est là où la volonté impériale vient, c'est quand de victoire en victoire, vous administrez des territoires. Le parallèle avec Rome est saisissant. Rome, de guerre défensive en guerre offensive, ne se pose la question de l'Empire que très tard. À la base, c'est le pouvoir des généraux et des gouverneurs régionaux, c'est l'impérium, qui s'arrête aux frontières du Regna, du royaume romain, aux frontières de la ville de Rome, surtout, de l'Urps. Et fondamentalement, les États-Unis vont mettre sur pied des stratégies à partir du début du siècle. Il n'y a que l'Amérique latine qui les intéresse pendant toute la fin du 19e siècle, c'est la fameuse politique du Big Stick. Le reste sont des combats périphériques. Mais déjà, la méthode de gestion américaine s'éprouve. Par exemple, l'Amérique latine est gérée en grande partie par United Fruit. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Oui. Si. Toute ressemblance avec la situation actuelle avec quelque chose qui s'appellerait Monsanto est totalement fortuite. On est bien d'accord. Bon. Or, où en est l'impérialisme américain? Les États-Unis ont été le seul empire réalisé. L'Imperium Mundi total. Prenons l'œuvre de Zbigniew Brzezinski. Je vous demande juste de noter 3 dates. Le Grand Échiquier, 97-98. Second Chance, 2009. Et son dernier ouvrage, Strategic Vision, 2011. Et vous allez voir que lui qui est le penseur de l'impérialisme américain actuel, je vous demande d'en retenir un autre qui est toujours en vie, qui est Edward Luttwak, historien militaire, spécialiste de Rome et de l'Empire byzantin. Vous allez voir l'évolution de la pensée stratégique américaine. C'est quoi les points du Grand Échiquier? Les points du Grand Échiquier, c'est l'Amérique tient le monde par les 4 grands pouvoirs. Militaire, technologique, culturel et économique. Question, comment on va faire pour que ça continue? Et vous allez voir que c'est pas dénué de prospective. Le premier point est d'isoler par un fossé de sang les peuples slaves des peuples latins. Autrement dit, d'éviter que la Russie s'allie à l'Europe, ou du moins à une part de l'Europe. Quels sont les pays pivots? Brzezinski n'invente rien, il reprend les plans britanniques de la guerre de Crimée. Frapper la Pologne, Brzezinski est polonais. Et comme tout bon polonais, dès qu'il est à 500 km d'un russe, il commence à avoir de l'urticaire. Ce qui, historiquement, peut se justifier. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il va axer toute sa pensée là-dessus. Pologne et Ukraine, et de l'autre côté mettre le feu dans les Balkans. Ce qui, au passage, l'oppose à un homme. Ça va peut-être vous choquer, mais l'oppose à Kissinger. Qui n'était pas partisan, nous y reviendrons, de ce type d'équipé sauvage qui peut tout à fait se retourner contre soi. Qui d'ailleurs est en train de se retourner contre eux. Ça, c'est le premier axe de la stratégie. Le second axe, c'est de faire les grandes routes de la soie. C'est-à-dire
de veiller à l'approvisionnement géostratégique à travers l'ensemble de l'Asie centrale. Et là encore, Brzezinski n'invente rien. Il reprend les grands géopolitologues britanniques, Mackinder, théorie du Heartland, ce qui menace l'île mondiale, les États-Unis, enfin, ce qui menace les États-Unis, puissance océanique, c'est l'île mondiale. L'île mondiale, c'est l'Eurasie. Et le cœur de l'Eurasie, c'est l'Asie centrale, le Heartland. Si vous contrôlez le Heartland et que vous l'empêchez de s'unir, vous pourrez, en tant que puissance océanique, dominer. C'est la théorie. Un que je me permets de vous donner parce qu'il est rarement cité, mais qui est un des autres pères de cette théorie-là, c'est Homer Lee, L-E-A, qui est beaucoup moins connu, qui est très connu aux États-Unis, très peu en Europe, mais enfin en Europe continentale, très connu en Angleterre également, et qui est l'un des autres pères de cette théorie. Or, fondamentalement, à quel moment cette théorie-là va s'imposer sur la pensée politique américaine? Elle s'impose à la fin au cours des années 70. Le moment de césure, c'est la présidence de Gerald Ford. Pourquoi? Et là, on va voir un autre élève de Strauss-Huppé. Je viendrai sur Strauss-Huppé à la fin parce qu'il va beaucoup vous faire rire. Qui est Henry Kissinger. Il y a des choses, on peut condamner moralement Henry Kissinger, c'est pas un problème. La moralité n'est pas tout à fait sa première vocation, mais il avait compris quelque chose au cœur des années 70, il avait compris, et Nixon l'avait encore plus compris, peut-être que son destin d'ailleurs y est lié. C'est pas pour rien que c'est le seul président américain qui soit tombé dans la deuxième moitié du XXe siècle, autrement que par des balles. L'imperium mundi aura une fin. Et c'est pour ça qu'il commence la politique de coexistence pacifique avec l'Union soviétique. Et c'est à ce moment-là que les ultras, dont Zbigniew Brzezinski, qui à l'époque est en partie un inconnu, eux vont l'attaquer lourdement en parlant de coexistence passive. Sur d'autres côtés, Kissinger reste dans l'impérialisme américain classique, cas typique le Chili, 73. C'est lui qui organise tout. Aujourd'hui, on le sait par des enregistrements déclassifiés qui ont été d'ailleurs reproduits dans le Courrier international il y a quelques années, où Nixon l'appelle au milieu de la nuit. Nixon est fatigué, de toute évidence il est ivre, ce qui était l'un des travers du personnage. Et il lui dit « Mais Henri, dites-moi que ce n'est pas nous ». Et Kissinger lui répond en substance, je ne me rappelle pas la phrase exacte, c'est « Rendormez-vous, monsieur le président, tout est sous contrôle ». Il trouve un Kissinger alerte et éveillé à 3 h du matin. Prouve que c'est un gros bosseur et qu'il ne drague pas en scooter. Mais si vous voulez, ce plan-là est venu après les années Ford et Reagan. Contrôler à tout prix l'île mondiale. C'est pas contrôler, au cas où il y aurait des grands européanistes ici, c'est pas contrôler l'Union européenne, ça c'est déjà fait. L'Union européenne, comme la mondialisation d'ailleurs, sont des œuvres de planificateurs américains. Pour des raisons de guerre froide, de développement, et également parce que les États-Unis n'ont pas envie d'intervenir dans des conflits européens tous les 20 ans. Donc ça, c'est déjà fait. La seule chose, c'est de frapper l'Asie centrale et d'éviter au cas où que l'Europe se réveille. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains vont devoir revenir en Europe pour d'autres raisons que l'Union soviétique à partir du retour au pouvoir du général de Gaulle. Ce qui n'était pas prévu. Petite parenthèse, pour ceux qui pensent que la construction européenne a dévié, non, l'accident de la construction européenne, c'est de Gaulle. La construction européenne, elle devait terminer là où elle est là. Il n'y a pas eu... Avant, c'était souverain, et d'un seul coup, en 86, on ne sait pas pourquoi, ça a dérapé. Non, ça a dérapé dès le début. Et il y a eu un gros dérapage qui était l'arrivée de De Gaulle. Pas prévu. Or, fondamentalement, cette stratégie, qui est une stratégie des ultras, Brzezinski est un géopolitologue, il a une approche géographique des choses. Kissinger est un historien.
Là où Kissinger, et là nous le publierons dans le prochain numéro de Perspective Libre, a une importance réelle sur l'impérialisme américain, c'est que c'est lui que la Fed vient chercher. Ça, nous avons trouvé des documents déclassifiés de l'administration américaine que nous allons publier, pour, maintenant que le dollar or c'est fini, pour me faire main basse sur les réserves d'or. Ce n'est pas un plan à Kissinger. Lui c'est un historien. Il est spécialiste de relations internationales, il ne connaît pas l'économie. Mais comme c'est un intellectuel de rang supérieur, il ne met que 10 minutes à comprendre le plan. L'entretien est très court. Archives américaines déclassifiées. Il pige tout de suite. Mais c'est la Fed qui vient le chercher. Ce qui, au passage, vous renseigne aussi sur la réalité du pouvoir américain. Il y a des hommes auxquels on s'attache beaucoup parce qu'on les aime ou qu'on aime les détester, ce qui est le cas de Kissinger. Mais Kissinger va être mis au placard après ça. Et remplacé par plus dur que lui. Brzezinski d'abord, les néoconservateurs ensuite. Puis Brzezinski encore, qui est actuellement le conseiller principal aux relations extérieures du président Obama. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pas uniquement de la passion du musée. Or, fondamentalement, pourquoi cette théorie va échouer? Elle va échouer sous l'influence de ceux qui vont prendre la place de Brzezinski. Brzezinski est surtout influent sur l'administration Carter. Et il sera influent sur l'administration Clinton. Ceux qui arrivent avec Reagan, ce sont ceux qu'on appelle les néoconservateurs. Alors qui sont les néoconservateurs? Ça, c'est un sujet que les Français, généralement, s'étripent dessus. Mais ils s'étripent surtout par rapport au fait qu'ils n'ont pas accès, qu'ils ne veulent pas avoir accès souvent aux sources américaines. Un néoconservateur avant tout, c'est quelqu'un qui est un croisé de l'économie de marché. Et qui, à travers la démocratie pour tous, vu qu'aujourd'hui on est dans le pour-toussisme, vous êtes au courant? Non. Délinquante. À travers la démocratie pour tous, vous créez avant tout le socle d'une économie de marché. Pourquoi? Parce que la base de l'impérialisme américain, c'est la même que celle de l'impérialisme britannique. C'est le libre-échange. À quoi ça sert le libre-échange? À échanger de la haute technologie contre de la verroterie. Tout simplement. Le seul intérêt que vous avez en tant que puissance à faire du libre-échange avec quelqu'un, c'est quand vous lui êtes technologiquement supérieur. Moralité, pourquoi les États-Unis ont intérêt à faire le traité transatlantique? Parce qu'il y a 3 domaines économiques où ils nous sont supérieurs. L'ingénierie du vivant, particulièrement, pas uniquement les nanotechnologies, etc., mais l'ingénierie alimentaire. Là, ils ont de l'avance, si on peut parler, pour de la viande hormonée d'avance. Bon appétit. Hein, c'est quand même, c'est les gens comme Donald Rumsfeld qui vous ont donné l'aspartame qui a donné les cancers, hein, je vous le rappelle quand même. Et ce sont eux auxquels vous devez aussi les produits allégés à 0% qui sont séparés à la soude. Bon appétit. Pour vous dire ce que c'est l'ingénierie alimentaire. L'ingénierie alimentaire, c'est ça. Ça, certains domaines de robotique et de haute technologie, où les Américains ont au moins 15 ans d'avance, et surtout la gestion des données personnelles. Une fois le marché euro-atlantique fait, vos données personnelles deviendront des biens d'échange. Vous comprenez maintenant l'intérêt que les Américains ont à ça. Le libre-échange, ça ne sert qu'à ça. Ça sert quand vous avez un avantage technologique. Pourquoi la Grande-Bretagne faisait du libre-échange? Parce qu'elle avait fait sa révolution industrielle avant les autres. Et que donc elle les contraignait. Tu m'achètes des produits manufacturés, moi je t'achète de la verroterie, moralité c'est moi qui encaisse. Tout simplement. Le libre-échange, sinon, on n'a que peu d'intérêt. Les néoconservateurs sont les fils de ça. Je donne un exemple simple. Une fois que l'Irak est détruite, le plan, c'était de faire ce qu'on appelait du state building, c'est-à-dire reconstruire un État artificiellement. Le grand promoteur de ça, même si l'idée n'est pas de lui, c'est Fukuyama. Francis Fukuyama, l'auteur de La fin de l'histoire et le dernier homme, le premier auteur néoconservateur connu en France.
c'est on va recréer un État et on va créer surtout une société civile. Pourquoi? Parce que la société civile va être le pôle avec lequel nous allons échanger et qui va maintenir le tissu économique dans de bonnes conditions vis-à-vis de nous. Donc nous n'avons pas besoin de contrôler la bourgeoisie comprador au sens maoïste du terme, c'est-à-dire la bourgeoisie riche, la plus riche et la plus exportatrice, va régner pour nous dans les territoires occupés. Ce qu'au passage, les Américains faisaient par la doctrine Monroe. C'est absolument pas une nouveauté. Je vais vous donner l'exemple. Le Venezuela avant Hugo Chavez, 90% de la richesse nationale était tenue par moins de 5% de la population. Simple. Le plan néoconservateur, c'était ça à la base. C'est un échec. Pourquoi? Parce que dans la théorie du state building, il y a un grand problème, c'est que vous devez détruire totalement les vestiges précédés. En Irak, ils ont détruit l'armée et la police. L'Irak n'est toujours pas reconstruit. 1 million de morts à la clé. Échec. Les néoconservateurs, on dit souvent qu'ils usent de la théorie du choc des civilisations. C'est pas du tout la même école. Ça, c'est Huntington. Huntington et les siens. Huntington est un culturaliste. Qui est Huntington? C'est un WASP, un white, anglo-saxon protestant. C'est quelqu'un qui est très fier de représenter l'Amérique blanche. Il l'écrit d'ailleurs dans Qui sommes-nous, qui est le deuxième tome du choc des civilisations qu'il faut lire pour comprendre. Parce que le grand ennemi d'Huntington, c'est pas du tout l'islam. C'est les latino-américains. Il les déteste. Et pour lui, les aventures impériales américaines, la seule chose que ça fait, c'est que ça noircit des quartiers qu'il aurait aimé blancs. Le grand problème, il est là. Et c'est l'un des premiers géopolitologues américains à se plaindre de ce qu'il appelle l'homme de Davos. C'est-à-dire, grosso modo, Pascal Lamy. Sans racines, sans talent, sans qualité, mais pas sans argent. Mais enfin voilà, vous pouvez mettre Pascal Lamy, vous pouvez mettre Dominique Strauss-Kahn, vous en avez plein comme ça. Hein. Je vous laisse, chacun identifie ça à ce qu'il veut. Or, quelle est la préoccupation politique des culturalistes aux États-Unis? Éviter que l'Amérique s'attaque à des terres qu'elle ne peut pas comprendre. Ce sont des ethno-différentialistes durs. Huntington l'écrit. Les frontières de l'islam et de l'orthodoxie sont des frontières de sang. Ne vous en approchez pas. Vous ne les comprenez pas. Les néoconservateurs, eux, écartent ces théories qui, d'ailleurs, pour eux, sont réactionnaires. Les néoconservateurs sont pour la plupart d'anciens trotskistes. 90%. Ils ont de conservateurs que le nom. Ils arriveront au sein du courant conservateur en 3 vagues, 1950, 1970, 1985-90. Pour ceux que ça intéresse, il y a une très bonne histoire de ça, qui est le conservatisme aux États-Unis, mon ami Paul Gottfried, qui lui les a vus arriver depuis le camp républicain, vu qu'il était conseiller de Nixon. Ça, c'est ce qu'on appelle les paléoconservateurs, qui sont des gens souverainistes, disons ça comme ça. Souverainistes, mais très à droite. Enfin, très à droite au sens... Enfin, ils n'aiment pas la diversité, quoi. Ça, c'est clair, c'est net. C'est pas la peine. Et le vrai conservatisme américain, ça va surprendre beaucoup d'entre vous, est fait de philosophes et de journalistes qui, à 90%, sont soit juifs, soit catholiques. Ce qui, aux États-Unis, est extraordinairement rare. Vu que le catholique, et particulièrement les Irlandais, c'était... et ça, c'est pas du tout une allusion déplacée de ma part, mais je vous donne un mot qui est un mot américain, on les appelait les nègres blancs. Et on les a traités comme tels. Dans la mentalité ségrégationniste anglo-saxonne. Bon. Or, c'est eux qui ont fait l'âme dure du conservatisme américain. Ces gens-là ont été éliminés par des gens que vous connaissez peut-être. Kagan, Kaplan. Robert Kagan, ça doit vous dire quelque chose. Les Européens sont Vénus et nous on est Mars. Les Américains, oui. Oui, c'est bon. Bon. C'est pas pire que la Dragon Scooter. Voilà. Mais, au passage, il diffère également d'une autre école américaine, parce que je vous fais juste ce point-là, et là c'est vraiment un titre de culture. On dit toujours que le grand penseur de l'impérialisme américain, c'est Léo Strauss. C'est pas vrai. Léo Strauss, c'est beaucoup de choses, mais pas ça.
Paul Wolfowitz et tous ces gens-là ont été ses élèves à la fac, mais si je devais accuser de mes actes et de mes déviances idéologiques tous mes pauvres professeurs d'avoir écrit le bouquin sur la loi de 73, mon Dieu, c'est pas suffisant pour les accuser. Les Straussiens sont fondamentalement, sont des néo-anciens. Ils se méfient de l'hubris et ils se méfient des aventures, militaires et autres. Fondamentalement, les politiques étrangères américaines, je vous rappelle qu'il y en a au moins 4, le département d'État, la présidence, le Congrès et le Pentagone. Plus la diplomatie des fondations, M. Soros, entre autres, mais qui généralement agissent de concert avec le Congrès. Généralement. Le but est, par la démocratie pour tous, d'ouvrir aux nouveaux peuples colonisés. Ils s'en rendent même pas compte. C'est là l'une des grandes différences de l'impérialisme américain avec les impérialismes anciens. Je vais vous donner un mot que Henri Laurence, professeur au Collège de France, m'a dit pendant l'entretien qu'on a fait, qui est d'ailleurs dans Perspective Libre. Il a dit, mais c'est un peu comme l'Union Européenne, c'est un empire par consentement. Intéressant. Je dis pas que parce que vous, l'Union Européenne, vous n'y avez pas consenti, moi non plus. Mais le mot consentement est intéressant. Pourquoi? Parce que le consentement en société néolibérale est la dernière marque du lien social. Comme on n'a plus le droit à la nation, on n'a plus le droit à grand-chose, on a le droit de consentir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde, comme le dit très bien Jean-Claude Michéa, du droit et du contrat. Or, quelle est la base d'un contrat de droit privé? Le consentement. Quand on n'a plus de lien social, quand on n'a plus le droit à rien, eh ben on consent. C'est cette forme-là d'impérialisme que les Américains ont créée et qui explique que, avec d'autres artifices sur lesquels on va revenir, que peu de gens s'en sont rendus compte immédiatement. Parce que, comme tout empire, les Américains vous garantissent la paix, Pax Americana. Et pour des pays européens qui rêvent de sortir de l'histoire, c'est tellement bien d'être protégé par d'autres, mais quand vous êtes protégé par d'autres, vous n'êtes déjà plus rien. C'est pour ça que De Gaulle sort de l'OTAN. C'est pas uniquement parce qu'il veut foutre les Américains dehors. Il le dit, quand on renonce à se défendre, on disparaît. Et c'est là où tous ceux qui ne veulent plus vivre sous l'impérium américain doivent se poser une question. Et doivent être cohérents avec leurs actes. Si on ne veut plus d'eux, ce qui moi est mon cas, il faut être prêt à se défendre soi-même. Or, une partie de l'élite politique et militaire française vit encore dans le syndrome de 45. Les Américains sont venus 2 fois, alors que je rappelle que la première fois ils arrivent à la fumée des cierges, et la deuxième ils ne voulaient pas tellement venir, et surtout ils vont éponger à peine 10% de l'effort de guerre allemand, 90% étant à l'Est. Fondamentalement, les Américains sont venus, donc ils reviendront. Ça joue beaucoup plus dans la tête des hommes que vous rencontrez, hommes politiques ou au personnel militaire, que vous ne l'imaginez. Ça joue beaucoup plus. Je vais vous donner un exemple. Un haut gradé militaire que je ne nommerai pas, mais vous pourrez le retrouver, parce qu'il a été viré avec perte et fracas de l'école de guerre par le ministre Morin, grand intellectuel devant l'éternel. Vous savez, celui qui avait viré Choprade parce qu'il pensait que Choprade avait des doutes sur une affaire de BTP qui a eu lieu il y a quelques années à New York. Enfin, et oui, monsieur Morin qui a vu le débarquement en direct. Ouais. C'est là où on voit que les Américains tirent comme des manches, parce que, bon, je dis ça, je dis rien. Mais, à un moment, on lui dit, vous vous rendez compte que vous avez été mon général, vidé, parce que vous avez mis en compte l'allégeance américaine. Et il avait répondu, en substance, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, il me fait, oui, mais ils viendront quand même. Les mecs venaient de le virer. Et cet homme est un homme valeureux, un des plus grands intellectuels militaires. Fondamentalement, ça joue à plein. Et si vous voulez sortir des représentations du XXe siècle, il va falloir lutter contre. Et pas uniquement contre ça. On y viendra en conclusion. Donc si vous voulez, ces divers plans d'utiliser soit la démocratie, stratégie néoconservatrice, soit la force militaire au sein de l'Hinterland pour faire les nouvelles routes de la soie, stratégie Brzezinski, les deux sont un échec. Pourquoi?
parce que les cibles visées au cœur de l'Asie centrale, le Turkestan entre autres, n'ont pas joué le jeu. Et aussi parce que la Russie est revenue. Comme incident de l'histoire, Vladimir Poutine se pose là. Je peux vous assurer qu'il y en a un ou deux, s'ils avaient vu l'homme qu'ils avaient en face d'eux, ils l'auraient fait tuer plus tôt. Maintenant c'est trop tard. Vladimir Poutine, l'homme qui a 15 ans de pouvoir, est aujourd'hui à 68% d'intention de vote si l'élection avait lieu demain. J'en connais un que ça doit faire rêver. Mais bon, hein, ma juju. Enfin bon. Quand Brzezinski publie Second Change, nous sommes en 2007. Il critique énormément la politique néoconservatrice parce qu'il la juge trop aventureuse. Lui, comme Huntington d'ailleurs, Brzezinski et Huntington sont très liés personnellement, ils ont écrit plusieurs ouvrages ensemble, sont des antidémocrates bon teint. Chez Huntington, c'est avoué, vu qu'il a écrit le rapport de la trilatérale Crisis of Democracy de 1973, où il dit que la démocratie est un régime impropre parce qu'elle provoque la théorie de la surcharge. La théorie de la surcharge, c'est bah, vous êtes des populos, on vous donne des droits, bah, vous voulez encore plus de droits, donc finalement vous êtes des emmerdeurs. Point. Et à la fin, vous faites capoter le cœur de défense des États qui vous donnent des droits. Donc le mieux, c'est de vous traiter à coups de trick. Ça, c'est la version un peu Huntington. Brzezinski, lui, a une idée plus intéressante. Est-ce que le nom de Tititainment vous dit quelque chose? Oui. Ouais, c'est lui. C'est lui. C'est-à-dire Tititainment, tits, les tétons, entertainment, le spectacle. Donc grosso modo, du pain, des jeux et du cul. Ça, c'est... Brzezinski est beaucoup plus intelligent en termes de guerre cognitive. Huntington, qui a une approche plus historique, beaucoup plus brodélienne, et quelqu'un de plus raide. Disons ça comme ça. Beaucoup plus raide. Et beaucoup plus franc. Or, qu'est-ce qu'il dit dans Second Change? Il commence à... Brzezinski, on voit qu'il exhorte l'administration américaine à taper sur la Russie plus fort. Nous sommes en 2007, il dit bientôt la possibilité de l'imperium mundi s'effacera pour toujours. Donc il est temps de réagir. Et c'est là où vous voyez comment les choses ont changé en quelques années. Notre dernier numéro, il y a 3 mois, était sur la multipolarité. Nous disions bien que la multipolarité est un fait. C'est pas un projet. Hein. C'est pas un projet de dire voilà ce qui va se passer parce que la Russie est revenue. Non, la Russie est revenue, point. C'est d'abord un état de fait. La puissance de la Chine est d'abord un état de fait. Or, Brzezinski, lui, qui est quand même la tête de la géostratégie américaine, en prend conscience dans les années 2010-2011. Dans Strategic Vision, il écrit fondamentalement, aujourd'hui, l'Amérique, c'est l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique, pourquoi? Pour 6 raisons. Elle est irréformable, les coûts de guerre sont en train de creuser sa dette, elle est pardonnez-moi, elle ne peut pas être réformée, les coûts de guerre lui coûtent trop cher, elle est isolée, son élite ne vaut plus rien, le bien-être américain, l'American Way of Life, s'effondre, et le consentement de ces populations à l'effort militaire baisse dans des termes dramatiques. Moralité, là encore, situation impériale déjà connue. À la fin de l'Empire romain, il y avait 10% de Romains parmi les légions. Aujourd'hui, les États-Unis remplissent leur armée d'immigrants mexicains et latino-américains en échange d'une carte verte. Le taux de rétention de l'armée américaine, un taux de rétention en termes militaires, c'est le nombre de militaires que vous pouvez envoyer sur un théâtre d'opération. C'est le nombre mobilisable. Et dramatiquement bas. Or, l'Amérique est sur tous les fronts. D'où l'utilité pour les géostratèges américains d'un thème que vous connaissez, que vous avez déjà entendu sans trop l'identifier. Le partage du fardeau. Est-ce que l'expression dit quelque chose à quelqu'un? Le partage du fardeau.
Le partage du fardeau, c'est il est grand temps que les Européens, nos laquais, participent à leur propre protection. Parce que ça commence à nous coûter cher. Et fondamentalement, le pion américain premier sur le continent, vu que c'est à elle que va être délégué cet effort militaire et surtout l'effort économique qui va avec, l'Allemagne. Et depuis le début, je vois des yeux interloqués qui auraient cru l'Angleterre. La France. La géostratégie américaine depuis les années 50 déjà. Paris sur l'Allemagne et même depuis, pour certains stratèges américains, depuis les années 20. Pourquoi? Parce que quand est-ce que les Américains arrêtent de soutenir l'Union soviétique? Dans les premiers plans quinquennaux, où ils se disent non, les Ruskov ils sont sérieux en plus que ce qu'on imaginait. Ils se déportent vers l'Allemagne. Et dès l'immédiate après 1945, justement parce que la France est perçue comme un allié trop difficile, on parie sur l'Allemagne. L'Angleterre, n'oubliez pas une chose, l'Angleterre, les États-Unis terminent à coup de pied quasiment l'Angleterre économiquement dans les années 50-60, en détruisant la livre sterling. Ça et le plan de Churchill, qui est l'équivalent du plan Laval chez nous, qui a détruit l'industrie britannique, vous explique pourquoi la Grande-Bretagne s'est enfoncée économiquement pendant 25 ans. Donc cette stratégie du partage du fardeau, elle culmine aujourd'hui avec l'affaire ukrainienne, où les Américains sont aux ordres, mais les Allemands à la manette. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est les leçons de Brzezinski et de Luttwak. En 2011-2012, Brzezinski va donner, je crois que c'est en novembre 2011, je crois. Je vous demande juste une seconde pour les mettre sûrs. Voilà. Le 19 septembre 2012, ça c'est Luttwak. Février 2012, Brzezinski. Parmi les deux stratèges américains les plus influents, ils vont s'exprimer tous les deux sur la nouvelle stratégie américaine. Luttwak s'exprime le 19 septembre 2012 dans la Stampa, où il dit finalement le printemps arabe c'est un échec. On n'a pas pu faire cette stratégie de la démocratie. C'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez qu'est-ce qui se cache derrière le mot démocratie? On a mis les frères musulmans, pas grave. La CIA les connaît bien depuis 1954. Mais le problème, c'est leur inefficacité en termes de gestion économique. D'ailleurs, ça s'est vu en Égypte, en Tunisie. Mais bon, ils se sont remis au FMI, donc la catastrophe a été évitée. Les Américains restent. Mais néanmoins, c'est pas tout à fait ce qui était espéré. Quant à Brzezinski, il prend totalement, et c'est le thème de son dernier ouvrage, Strategic Vision, j'espère qu'il a été traduit en français, je ne pense pas. Il dit trois choses. Il dit, maintenant que nous avons perdu, il est temps de prendre notre propre stratégie à revers, y compris celle que j'ai professée. Pour un intellectuel de ce niveau-là, se remettre entièrement en question, c'est... Bah oui, mais Bernard-Henri le ferait pas. Non. C'est peut-être pas tout à fait le même niveau non plus, mais pourquoi? Mais il a beaucoup de talent. De talent d'or, l'ancienne monnaie égyptienne. Mais ça, il en a plus que toi déjà. Mais fondamentalement, une bonne partie des projets américains sont aujourd'hui sur trois axes qui vont vous surprendre, mais c'est comme ça qu'ils sont énoncés en doctrine. Premièrement, si la Russie ne peut pas être vaincue, elle doit être intégrée. Négocier avec Poutine. Pour Brzezinski, qui a vraiment une russophobie assez presque ethnique, c'est très dur d'avoir à écrire ça, mais Poutine ne peut plus être vaincu. On a tout fait. On a envoyé les manifs, on a envoyé Soros, on a tout ça. On l'a renforcé, donc ça ne sert à rien. La deuxième chose, si les routes de la soie doivent avoir lieu, il faut l'accord chinois. Donc il faut intégrer la Russie contre la Chine, mais ne pas trop brusquer la Chine.
Parce que si nous la combattons, nous perdrons, et si elle s'effondre, son cadavre est tellement lourd qu'il pourra nous emporter avec lui. Et dernier point, éviter à tout prix que les tensions moyen-orientales s'enflamment définitivement et d'ailleurs calmer Israël. C'est marqué directement. Au passage, ce que Kissinger avait dit à Nixon d'ailleurs. C'est la fameuse affaire que d'ailleurs Kissinger, ça a été lynché il y a 2-3 ans aux États-Unis quand ça avait été rendu public. C'est l'affaire de l'échange entre Israël et la Russie pour des ressortissants. Entre Israël et l'Union soviétique dans les années 70, auquel Kissinger s'est opposé parce qu'il ne voulait pas que l'Amérique ait à payer pour ça. Quand ça a été su 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, il a été lynché par la presse américaine pour son manque de cœur. Brzezinski arrive, lui qui a abattu Kissinger en promettant « l'Empire vivra », aujourd'hui se range. Ce qui vous explique au passage pourquoi un candidat comme Mitt Romney s'était entouré de ce qu'il y avait de plus dur dans certains rangs néoconservateurs, en disant non, non, l'Empire vivra. C'était sa seule politique étrangère d'ailleurs. Il avait même eu un discours délirant où il dit de toute façon Poutine, on l'écrasera par les bombes. Bon. Il devrait faire un état de l'armement nucléaire russe, ça lui ferait une douche froide, mais ou alors la Chine on peut la vaincre militairement, oui. Possible. Une armée de 2 millions d'hommes qui est la première aviation du monde en nombre. Pour un pays, pour les Américains dont la première force militaire est l'US Navy, et la 7e flotte américaine, la flotte du Pacifique, envoyée au large d'un pays qui est la première aviation du monde en nombre, une flotte, c'est pas malin. Hein. Mais bon, la croisière s'amuse, on sait pas à quel prix. Hein. En tout cas, ça c'est l'état de la réflexion américaine sur le sujet. Vous voyez aujourd'hui énormément de livres sortir aux États-Unis sur la chute de Rome, auxquels ils identifient la chute. Pourquoi ? Il y a une chose que vous devez avoir à l'esprit, et ça, aux États-Unis, c'est très connu d'un point de vue doctrinal, mais ici, étrangement, nous n'avons qu'un seul livre qui s'appelle « Un grand peuple élu », qui est, je vous redonnerai les références, je crois que c'est chez Agone, mais j'en suis pas sûr. Alors qu'il y a de très bons ouvrages qui n'ont jamais été traduits, par exemple ceux de Kevin Phillips ou de Langley, sur le sens de l'élection américaine. Dans la plupart des empires, il y a un rapport à la sacralité. Je vous rappelle que Rome, l'empereur était entre guillemets divinisé, particulièrement après la christianisation par Constantin. Dans la plupart des empires, l'empire perse, Darius était roi des rois. Et dans la pensée américaine, n'oubliez jamais que c'est le peuple élu du Second Testament. One nation under God. Et pour beaucoup, ils y croient. Imaginez le choc psychologique pour une population. Et je sais que pour les Français, ça apparaît toujours délirant. Là, je vais vous donner 2 chiffres qui vont vous apparaître moins délirants. 93% des Américains croient en Dieu. 95% des Américains ne voteraient pas pour un athée. Ça, c'est des chiffres qui ne baissent pas, même si la pratique religieuse baisse aux États-Unis très légèrement par rapport aux États sécularisés occidentaux. Or, imaginez une population de 300 millions de personnes, pour le peu qui s'intéressent à la politique étrangère, mais qui, à force de sermons au drapeau, on leur a appris qu'ils étaient la nation élue. Et imaginez si Dieu avait menti. En termes de psychologie politique, c'est ce qu'on appelle une dépressurisation. Ça va être intéressant à voir. Mais c'est pas du tout ce que je souhaite au peuple américain, mais on va voir ça dans les prospectives. Je vous ai promis de parler de certaines modalités logistiques. Il y a une grande nouveauté de l'impérialisme américain. Ça, à mon avis, je ne l'ai pas nommée, mais elle est évidente, et nous avons tellement travaillé avec Norman, ici, et avec Norman Palma, là-dessus, c'est que les Américains ne sont pas un empire créancier. Tous les empires étaient créanciers, l'empire américain, c'est l'empire de la dette.
Grâce à quoi? Pas la Fed. C'est pas la Fed, c'est pas loin. Non. Plus facile. Non. Voyons. Le dollar. Le dollar. Et c'est là où l'impérialisme américain n'est pas compris. N'est pas compris pourquoi? À cause des restes du marxisme. Je dis pas de Marx. Ne balancez pas des chaises ou autres en pleine figure. La théorie de l'impérialisme nous vient du marxisme. Rosa Luxembourg, enfin, elle nous vient d'abord des démocrates américains, donc de ce qu'on appellerait la gauche, mais c'est... J'ai pas le temps. Mais disons la gauche américaine, Hobson, et ensuite elle a été théorisée par Rosa Luxembourg, avant d'être théorisée par Lénine. La théorie de l'impérialisme, c'est les affreux impérialistes, pays impérialistes sont protectionnistes et forcent et pillent, parce qu'ils veulent des marchés captifs, les colonies. Économiquement, c'est faux. La preuve, quelle est la première puissance impérialiste au 19e siècle, au 20e siècle? La Grande-Bretagne, qui restera dans le libre-échange jusqu'au tout début des années 30 et la dévaluation de la livre sterling. Or, nous n'arrivons pas à penser à un empire débiteur. Mais les Américains s'endettent sur le dos du monde. Et c'est pour ça qu'ils sont l'imperium mundi réalisé. Parce qu'en ayant la monnaie du monde, ce que personne n'a eu, pas la monnaie sur la totalité des terres. Personne n'a eu ça. Et certainement personne ne l'aura après eux. Le problème, c'est que c'est quoi la monnaie? Et c'est bien, ça nous... Oui, mais avant tout, c'est du droit. C'est du droit objectivé. Ça vient de... La monnaie, ça vient de la norme. C'est du droit objectivé, la monnaie. Typique d'Aristote. On verra ça grâce à Norman Palma bientôt pour la sortie de son ouvrage sur Marx. C'est du droit objectivé. Quand vous avez la monnaie, vous avez le droit de dicter la loi du monde. Et le dollar, c'est ça. En plus d'être 10% du PIB américain, d'après les calculs de Barry Eschengreen, donc 10% du PIB américain, ça fait une belle somme. Hein. Dans un monde où on tue pour un paquet de clopes, combien on ferait pour maintenir ça? Comprenez maintenant? C'est ça l'impérialisme américain, fondamentalement. Et c'est tous les problèmes que nous allons devoir dénouer si nous voulons nous en sortir. Alors que nous, on n'est même pas face à l'impérialisme américain, on est face à la création de l'impérialisme américain qui est l'Union européenne. C'est-à-dire dans les poupées russes, dans les matrioshki, nous on est 2 matrioshki en dessous. Il faut faire sauter le premier avant de faire sauter le second. Enfin, faire sauter, je m'entends. Hein, s'il vous plaît, ne donnez pas l'idée à notre si frétillant ministre de l'Intérieur de venir nous faire arrêter. Quand je dis, hein, voilà, c'est comme quand on vous dit éclatez-vous en boîte, ça ne veut pas dire de terminer, enfin bon, peu importe. Aujourd'hui, l'impérialisme américain se doit, entre guillemets, d'être légèrement à l'économie. Je m'explique. Sur les terres européennes, il utilise surtout la technique dite des révolutions colorées. Vous voyez ce que c'est, les révolutions colorées? Ce qui est des techniques d'activistes, ça c'est vieux comme Hérode. Hein. Les services de Sa Majesté avaient envoyé des excitateurs dans les campagnes pendant la Révolution française. Ça avait bien marché. Hein. Ça avait amplifié la terreur et amplifié les révoltes chouanes. Mais en réalité, la France s'enfonçait. Bon. Mais là, les techniques sont un tout petit peu différentes et un tout petit peu plus nuancées. Est-ce que le nom de Gene Sharp vous dit quelque chose? Gene Sharp. Alors, si vous allez sur le site de sa fondation de recherche, c'est un vieux monsieur maintenant, il a 90 ans, plus de 90 ans. Il dit « J'ai adoré Gandhi, j'ai vu Gandhi ». Déjà, quand un discours commence comme ça, méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que j'ai vu Gandhi. Moi, tout de suite, ça me plaît moyennement, déjà. Là, je me dis, trop bien heureux pour être honnête. Or, c'est quoi? Il avait 2 de ses ouvrages ont été traduits en français. L'un s'appelle L'anti-coup d'État. Intéressant. C'est comment prendre le pouvoir face à un État moderne. Pas de révolte armée. Utiliser l'opinion internationale. Comment? En prenant les groupes, entre guillemets, les moins influents socialement,
associations féministes, groupes radicaux de droite ou de gauche, étudiants. Et on les envoie d'abord pacifiquement. Ça, c'est en plus une méthode en plus qui a été utilisée en plus par certains groupes islamistes, je pense particulièrement au GIA, algérien. Journée blanche, journée rouge. D'abord, on les envoie pacifiquement, ça se passe bien, et ensuite on les envoie casser du flic. Pourquoi? Pas pour casser du flic en soi, mais en espérant que les flics tirent dans la foule. Et une fois ça, vous appelez l'opinion internationale à témoin. C'est ce qu'est en train de vivre le président ukrainien. Or, le seul moyen de résister à ça, c'est un appel à la population. Soit directement, ce que Poutine a fait dans les manifestations de Moscou, soit par des corps intermédiaires. Je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, une révolution colorée un petit peu plus brutale, c'est le cas syrien. Pourquoi? Parce que ça aurait dû commencer comme ça. Mais comme Bachar a tenu, on a envoyé les mercenaires du djihad international, qui maintenant sont 82 nationalités, 30 000 djihadistes, dont au moins 700 Français. Voyons, vous voyez, à une époque, la France est sémée par des écrivains, des machins. Et maintenant, c'est râpé, hein. C'est ce que je me disais. Mais fondamentalement, comment Bachar a tenu? Par l'armée syrienne. Quelle est la particularité de l'armée syrienne? C'est une armée de conscrits. C'est une armée populaire. Parce que, de toute façon, on lui a pas laissé le temps d'organiser un référendum. On a fait la technique maoïste de base, on attaque par les zones vides du pays, on attaque les villes par les campagnes. Technique maoïste de base. Fondamentalement, c'est une révolution colorée un tout petit peu plus hardcore. Et puis, de toute façon, il faut bien que les États du Golfe vident leur prison. Or, bon. Mais, fondamentalement, ça, c'est les nouvelles techniques de guerre. Les Américains ne peuvent plus, ils n'en ont plus les moyens, ne peuvent plus taper partout, ne peuvent plus frapper les récalcitrants. Surtout que dans les zones où ils envoient les révolutions colorées, ce sont devenues des zones secondaires. Quelle est la première zone d'intervention américaine pour l'avenir? Le Pacifique. Les Américains s'en vont. Et ce qui vous explique la fébrilité des Européens et entre autres du marché transatlantique et autres, qui est un peu la fébrilité du caniche qui se frotte sur la patte arrière du chien de combat. Non, ne t'en va pas. Protège-moi. Le chien de combat est gêné par cet amour un peu trop collant. Mais, fondamentalement, et ça je vous renvoie au numéro de Foreign Affairs de février 2011, où Hillary Clinton écrit « Nous allons vers notre futur, l'Asie. La grande guerre américaine, le grand jeu américain, aujourd'hui, est dans le Pacifique. C'est la 7e flotte, c'est le renforcement du traité transpacifique. Traité transpacifique qui est fait, entre autres, pour forcer la main de Pékin, pour que Pékin se mette enfin au libre-échange, pour qu'on puisse enfin récupérer une partie des industries qui nous ont piqué, ou plutôt qu'on leur a donné, ce qu'on oublie souvent. Or, c'est le jeu des bases et des affrontements. Les Américains renforcent et aimeraient renforcer d'autant plus leur présence au Japon et en Corée. La base de Diego Garcia, qui est la base de la 7e flotte, enfin qui est le haut commandement de la 7e flotte. Mais en face, la Chine a déjà la réponse avec la technique du collier de perles. Elle a ouvert des bases à Sihanoukville, Cambodge, en Birmanie, et elle compte en ouvrir dans toute l'Asie. Ce qui vous explique aussi pourquoi les Américains s'affaiblissent, parce qu'ils n'ont plus de nouveautés stratégiques, parce que là, ce que je suis en train de vous raconter, ça doit vous dire quelque chose. C'est la guerre froide. Eh oui. Et Brzezinski, c'est quoi? C'est le containment. Les Américains n'ont rien inventé en 30 ans. Là aussi, régularité impériale. Pourquoi? Parce que l'avantage de la structure impériale, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire de gros efforts de créativité. Pourquoi? Parce que vous êtes créatif quand vous êtes menacé. Ça, c'est une donnée anthropologique. Pourquoi l'Europe
a été le continent le plus créatif parce qu'il a fait 1000 ans de guerre. C'est atroce, hein. Mais je vous conseille de lire des historiens du développement comme Ian Morris ou d'autres. Vous en apprendrez de belles là-dessus. Et je vous renvoie pour les cinéphiles. Quelqu'un a vu ici Le Troisième Homme avec Orson Welles? C'est une histoire assez simple. C'est deux vieux amis. Enfin, l'un pense que l'autre est mort. Il le cherche dans la Vienne de l'après-guerre. Il le retrouve et ils vendent de la pénicilline frelatée à des enfants. Le monstre. Un monstre. Et ils sont sur une grande roue. Et il lui dit t'es un salopard, t'es une ordure. Pourquoi t'as fait ça? Et l'autre lui répond regarde, l'Europe, 1000 ans de guerre. Ça a fait Michel-Ange, Léonard de Vinci. Regarde la Suisse, 1000 ans de paix de mecs comme toi. Ça a fait quoi? Le coucou-cloque, l'horloge à coucou, la pendule à coucou. Elle est un peu trash, mais le pire c'est qu'elle est vraie. C'est un peu la fin de Rome. Quand on n'est plus menacé, il n'y a plus d'émulation. Vous voyez que l'Europe de l'Ouest, grâce à la Pax Americana de l'Union Européenne, il y a une chose qui est assez claire en Europe de l'Ouest, c'est la baisse des budgets de recherche, qui vont de pair avec la baisse des budgets militaires. L'un emporte l'autre, hein. Si vous voulez. C'est ça qui est dur. Mais c'est comme ça. Or, derniers exemples sur les nouveaux moyens d'impérialisme. Je vous en citerai deux encore sur le cas américain et un autre qui est plus général pour pas qu'on pense que je fais du monomaniaque. Parce qu'il n'y a pas que les Américains qui sont dans le néo-impérialisme aujourd'hui. Tout à fait vrai. Mais les Américains sont là où ils sont très bons, c'est dans deux des grandes guerres à venir, la guerre alimentaire. Parce que, par l'ingénierie du vivant, ils peuvent contraindre des États. Et là encore, c'est pas nouveau. Premier État qui a été contraint par l'arme alimentaire, le Mexique, 1910. Et à l'époque, c'était ce qui allait devenir Monsanto. Qui à l'époque était dans les théories de Mendel, les petits pois, les machins, les trucs. Bon, ça a marché plutôt pas mal, hein. Déjà à l'époque. Alors aujourd'hui, avec les nouveaux types de semences, et ça par contre, c'est une stratégie qui avait été pensée par Kissinger, celle-là. Parce que Kissinger, lui, est un historien. Donc il réagit par des choses simples. De quoi les hommes ont toujours besoin? D'eau, d'éducation et de nourriture. Si on contrôle les trois, on contrôle le monde. Et d'énergie. Si on contrôle les quatre, on contrôle le monde. Ce qui, au passage, vous explique, mais là ça mériterait une conférence en soi, l'américanisation du domaine de l'éducation ces 40 dernières années, qui est passée par des organismes comme l'OCDE, qui pour les Américains relèvent de leur sécurité intérieure. Eh oui. Pourquoi? Parce que ça c'est l'arme cognitive. Donner un truc simple. Bon, ici le public peut peut-être des idées nauséabondes, mais on serait avec des gens normaux qui regardent TF1. Délinquants. Pas grave, de toute façon, vous allez voir, vous allez mal finir. Donc, j'en ai rien à foutre. Hein. Quand Valls vous tombera dessus, vous verrez. Vous auriez une vision plutôt positive, non peut-être des États-Unis, mais en tout cas de leur principal alibi qui est la théologie des droits de l'homme. Parce que c'est bien les droits de l'homme. Puis on apprend ça aux gamins. Mais on apprend ça aux gamins parce que... Et on apprend ça aux gamins dans tout l'Occident. Pas qu'en France. Et ça passe généralement par certains organismes auxquels les Américains refilent les succès d'années intellectuels de leur fac de lettres. Et d'ailleurs, vous en connaissez un en ce moment. Le gender, qui ne vient pas des facs de philosophie, qui vient des facs de lettres. Et qui est passé par l'ONU et par l'OCDE. Ce qui est un schéma classique de guerre cognitive. Au passage, la plupart des écoles américaines ne le feront pas. Hein. Parce que les Américains sont ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas assez cons pour appliquer chez eux ce qu'ils vous vendent. Hein, quand même. Or, la guerre cognitive, la guerre alimentaire. La guerre cognitive, si vous voulez, pour ne pas entrer dans une notion trop complexe, la guerre cognitive, c'est faire mourir en faisant croire.
Si je maîtrise les associations d'idées et les images dans vos têtes, je vous ai déjà battu. C'est simple. Et cette guerre-là, les Américains sont parmi les meilleurs hors dessus, comme sur la plupart des techniques de guerre économique. La guerre cognitive est le degré certainement suprême de la guerre économique, parce qu'il se fait contre des populations entières. Et ça d'ailleurs, pour ceux qui veulent réformer les choses, si vous n'arrivez pas à penser l'autodéfense intellectuelle des populations, c'est-à-dire comment les gens peuvent se défendre face à la manipulation venant d'États étrangers, vous serez battus. Et vous serez battus par les gens que vous voulez protéger. Pas parce qu'ils se retournent contre vous, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'on leur a mis ce que j'appelle à titre personnel des mines informationnelles dans la tête. C'est-à-dire des choses qui, selon un certain stimuli, la mine va sauter et ils vont avoir le réflexe conditionné. Je vais vous donner un exemple. Ça, elle est facile, elle est connue celle-là. Si je vous dis coca, vous me répondez quoi? Cola. Et si je vous dis frappe, vous me répondez quoi? Chirurgical. Voilà. Réflexe conditionné. La guerre cognitive va un peu plus loin. Et la preuve, combien de gens, il y a encore 5 ans, pensaient que les droits de l'homme pouvaient tuer parmi vous? Encore 5 ans. Or aujourd'hui, au nom des droits de l'homme, et les droits de l'homme, c'est le bien avec un grand B, et la preuve, vous n'y croyez pas, donc vous êtes le mal avec un grand M, et vous serez traité comme tel. Et bien au nom des droits de l'homme, aujourd'hui on tue. Vous comprenez? Guerre cognitive. Or, dernier point, pour vous dire que aujourd'hui, il y a un impérialisme naissant. Il y a une phase d'impérialisme naissant qui, elle, est très particulière historiquement. L'impérialisme de survie. Contrairement à ce qu'on peut croire, les empires coloniaux n'ont pas eu de but énergétique. La révolution industrielle de la vieille Europe s'est faite sur quelle énergie, au fait? Le charbon. Autochtone. Il y a eu des denrées coloniales, bien sûr. Le thé, le sucre, le café. Mais au niveau énergétique, la révolution industrielle européenne s'est faite par le charbon de son sol. Or aujourd'hui, et ça se voit entre autres par l'entretien de Patrick Mbeko, qu'il a bien voulu nous accorder sur l'Afrique, là, il y a un impérialisme qui se développe, qui est l'impérialisme de survie, qui va au-delà de la sécurisation des routes énergétiques. C'est-à-dire que maintenant, on prend les terres. Ce que vous connaissez sous le nom de land grabbing. Ce qui n'est pas tout à fait rien. De 2001 à 2011, 227 millions d'hectares ont été pris par des fonds d'investissement, par des États, par des fonds souverains. Pourquoi? Pour les terres arables, pour les ressources du sous-sol. Parce que aujourd'hui, à cause des biocarburants, à cause de l'artificialisation de la terre, je vous rappelle que la France perd des dizaines d'hectares par an parce que des zones agricoles deviennent des zones d'habitation, et parce que la faim sera une donnée géopolitique majeure du monde à venir, des pays, depuis la crise de 2008. Pourquoi? Parce que quand les grandes banques ont vu que les CDO, CDS allaient leur exploser à la tronche, elles l'ont vu dès 2004. Elles se sont refaites sur le dur, sur les matières agricoles. En 2008, c'est ce que vous avez appelé les émeutes de la faim. Je vous rappelle que les premiers cris du printemps arabe, c'était pas vite, Étienne Chouard vient nous aider pour une nouvelle constitution, c'était du pain et de la farine. Ce qui est démocratiquement neutre, hein, au passage. Pourquoi? Parce que quand le blé augmente, des pays pauvres, enfin des pays avec une couche de pauvreté assez lourde et dont le premier aliment, comme l'Égypte, est le pain azime, deviennent, avec en plus, je vous rappelle que l'Égypte, je crois qu'il y a un petit Égyptien qui naît toutes les 4 minutes. C'est l'une des plus fortes démographies du monde arabo-musulman en dehors, j'ai bien arabo-musulman, j'ai pas dit musulman en soi, en dehors de la bande de Gaza, un
un pays comme ça devient ingouvernable. Or, des États se sont rendus compte de ce que les banques occidentales pouvaient faire sur les marchés agricoles, et elles sont en train, des États comme la Chine, je vous rappelle que 80% du territoire chinois est inhabitable et incultivable, au plateau, désert de glace, et ensuite au sommet. Mais là, allez planter des épis de blé dans l'Himalaya si ça vous chante. Hein. De toute façon, vous avez bien voté François Hollande. Bon, c'est ça, hein. Mais moralité, on prend sur les pays pauvres. Par exemple, deux des pays qui sont en train d'être dépecés, l'Éthiopie, le Mozambique. Ça se passe particulièrement en Amérique latine, mais surtout en Afrique. Madagascar est en train, entre autres, d'être dépioté par, entre autres, la Corée du Sud. Donc je vous ai dit 227 millions d'hectares. Ça n'inclut pas ceux qui sont encore en négociation, qui au début 2013 représentaient 46,6 millions. Juste pour que vous voyez de quel ordre on parle. Or fondamentalement, c'est un des nouveaux visages de l'impérialisme, et c'est certainement, c'est sur celui-là que je voulais, c'est sur celui-là que je voulais terminer, avec un tout dernier visage, et qui celui-là va faire un peu le ton le plus polémique de la conférence. Il y a un dernier moyen de maintenir l'impérialisme dans des populations, c'est d'utiliser le multiculturalisme. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais terminer par lui, parce que quel est le premier stratège américain des années 50 qui dit au président qu'à l'époque, il a connu la fin de Roosevelt, et je crois qu'il a surtout une influence sur Eisenhower, qui lui dit: les Européens, si vous voulez vous en débarrasser, c'est très simple, fédéralisez-les et obligez-les à prendre la population de leur empire colonial sur leur sol. Comme ça, ils auront en plus un glacis protecteur avec l'Union soviétique, qui, si les Russes envoient leurs chars, ça nous évitera d'avoir envoyé les nôtres. Voilà. Robert Strauss-Huppé. L'homme qui a formé Brzezinski comme Kissinger, dont les ouvrages ont commencé à être traduits en France dans les années 2010, c'est-à-dire 50 ans trop tard. Et comme le disait, je crois que c'était le général MacArthur, toute guerre perdue se résume comme ça, trop tard. Or, dernier point, quelles conclusions en donner? Fondamentalement, l'Empire comme l'impérialisme nous pose une question, qui est la question de l'accès à l'universel. Au moins, ce qui est bien dans le fait impérial, c'est que c'est réglé. L'humanité est rassemblée sous la domination. Cette domination est marquée par la pluralité juridique, ce qui est le point discriminant des empires par rapport aux États. Quand vous avez une égalité juridique et que vous êtes tous citoyens ou sujets, mais que vous l'êtes tous, vous êtes dans une métropole. Quand vous avez de multiples statuts juridiques, vous êtes dans une structure de type impérial. À quelques exceptions culturelles près, je pense particulièrement à l'Inde des castes. Mais déjà, la confédération indienne est quelque chose de très récent dans l'esprit des hindous, ça date à peine des années 50. Et pour eux, entre État et Empire, ils ne savent pas trop ce qu'ils sont. Mais fondamentalement, le seul moyen que nous allons avoir pour nous en sortir, car fondamentalement, même si ce que je vous dis a pu en déprimer quelques-uns, j'en suis désolé, mais je n'ai aucune action dans le Valium, je vous rassure, la pente est plutôt positive. Car fondamentalement, nous allons vers un temps de ce qu'on peut appeler les royaumes combattants. C'est-à-dire que même des États petits peuvent jouer leurs cartes, car il n'y aura plus jamais d'imperium mundi au niveau où les Américains l'ont eu. Les Américains ont tenu l'entièreté du monde dans leurs mains pendant, moi je le chiffre à 7 ans. 1991, jusqu'aux réformes d'Evgeny Primakov qui annonce Vladimir Poutine. Et pour moi, l'Empire américain se termine une fois pour toutes au tout début des années 2000 à l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'est terminé. Et fondamentalement, pour les Occidentaux, peut-être autant que pour les Américains, ça va être difficile. Parce que combien d'Européens vivent
leur sentiment occidentaliste, leur volonté de puissance par la procuration de la puissance américaine. Il y en a, hein, croyez-moi, parmi les intellectuels, même parmi les militaires. J'ai vu des gens qui étaient de très bons patriotes, des gens bien, qui me disaient il faut aller déboulonner Assad, il a tué, son père a tué les hommes au Drakkar. Je leur ai dit oui, mais on punit pas les pères, on punit pas les fils pour les fautes des pères. Ça faisait Assad est mort. Mais il y a la volonté, par le rêve occidental, de se dire qu'on fait toujours partie de l'histoire. Et ça vient pour la France d'un rêve et d'un mythe, qui est l'un des moments où notre élite commence à ne plus du tout aimer le projet français. C'est 1815. La fin de l'Empire napoléonien. Le meilleur des hommes de l'empereur est parti libérer l'Amérique latine. C'est vrai. Et même la famille Bonaparte a préféré partir de France. D'ailleurs, l'un de ses descendants a cofondé avec J. Edgar Hoover le FBI. C'est Bonaparte qui a fondé le FBI. Intéressant. Or, une partie de notre élite, à ce moment-là, nous a abandonnés. 1815, 1870, 1940. Depuis, une bonne partie des élites n'y croit plus. C'est pour ça, d'ailleurs, le sentiment très ambigu que la figure du général de Gaulle inspire aux élites aujourd'hui. Pour eux, c'était un emmerdeur, mais parce qu'il les a obligés à aimer la France une dernière fois. Et c'est pour ça qu'ils ont tous, même dans l'ancien RPR, un rapport très ambigu à sa personne. Lui, sa grandeur de la France, tout ça. C'est dépassé, tout ça. Nous, on a l'Europe, regardez comme elle marche bien. Tout. Le monde entier nous l'envie. Si d'ailleurs le monde entier pouvait venir nous en débarrasser. Mais c'est fléché depuis la porte d'Orléans, ils ne doivent pas se gourer quand même. Mais, fondamentalement, pour ceux en tout cas que le fait politique intéresse suffisamment pour vouloir prendre des responsabilités, c'est cette parenthèse historique-là que vous devrez, à mon humble avis, que vous devrez terminer. Parce qu'il y a un projet français envers et contre tout. Être et perdurer. Nous ne serons plus jamais la France de 1815. Bientôt, les Américains se diront la même chose, vu que l'Imperium Mundi va s'effondrer dans leurs mains. Ils resteront une grande puissance, mais plus au degré où ils l'ont eu. Et la nostalgie de la puissance peut vous tuer peut-être plus lourdement qu'une défaite. Or, il va falloir en terminer avec l'universalisme facile, les droits de l'homme, tout ça, parce que vous allez tomber sur des nations fières d'elles-mêmes, qui ont des dispositifs de guerre et de guerre psychologique différents des nôtres. Je vous renvoie à un très bel ouvrage qui s'appelle « La guerre hors contrôle », qui est fait par les stratèges chinois. Comment gagner des guerres sans les faire. Eux aussi, ils n'ont pas évolué depuis Sun Tzu, mais ça tourne toujours aussi bien. Or, cet universalisme facile, nous allons devoir l'oublier sans... Et attention, prenez pas mon discours pour ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas la désoccidentalisation du monde, etc. Parce que la première occidentalisation du monde, elle s'est faite par les toilettes et les tables. Eh oui. La première occidentalisation du monde, elle est technique. Les peuples du monde ne vont pas renoncer aux confort modernes, etc. Le problème, c'est est-ce que la civilisation occidentale, c'est que des distributeurs de coca et des bières? C'est à nous de le savoir, ça. Or, aujourd'hui, beaucoup des grandes puissances de l'avenir sont en train de se rendre compte que si une partie de leur discours dépend de nous, toujours, quand la Chine parle des grandes valeurs chinoises, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise le discours de l'authentique contre l'artificiel des droits de l'homme, mais ça c'est le discours de l'Allemagne du 19e siècle. Il nous renvoie notre propre discours. Et si aujourd'hui le monde est incertain, voire agressif, c'est peut-être aussi parce qu'ils ressentent de la part de l'Occident une agressivité. À ceux qui ne la sentent pas, allez demander aux Libyens. Je pense qu'eux, ils l'ont bien senti, l'agressivité occidentale. Or, fondamentalement, nous allons devoir réapprendre des choses qui, en tant que Français, pour nous, c'est une deuxième peau. Les souverainetés, les frontières. Je vous rappelle que la France a créé le système métrique. D'accord? Le précaré de Vauban. Donc nous, les frontières, les États, ça nous connaît.
nous qui les avons créés pour la plupart. Or, ce que les hindous appellent la tempérance en termes de relations internationales, c'est-à-dire le fait d'accepter les autres tels qu'ils sont, parce que maintenant ils ont les moyens de se faire accepter tout court. Que vous n'aimiez pas le mode de désignation du PC chinois, je peux vous assurer que la Chine s'en tamponne. Et bientôt, l'Occident devra la prendre. C'est la fin des rêves de l'Imperium Mundi et la nécessité pour nous, Français, d'avoir un nouveau projet, être et perdurer. Je vous remercie.